Constitution européenne, dans sa partie 3, et tout ça avait été écrit par traité, évidemment, sans assemblée constituante, la Constitution européenne, dans sa partie 3, imposait une politique, la politique libérale. Ça nous avait pris l'essentiel des débats, et pourtant, à mon avis, dans la partie 1, il y avait des choses bien pires. Alors, je me propose avec vous de résumer peut-être assez rapidement pour que ce soit pas fastidieux, mais 10 points qui me paraissent absolument stratégiques, révoltants, que les citoyens devraient connaître, qui font partie des institutions européennes, qui ont été écrites sans notre accord, qui ont été écrites sans nous demander notre avis, et finalement, au moment de nous demander notre avis, quand on a dit non, elles nous ont été imposées quand même par voie parlementaire par le traité de Lisbonne. Il me semble que c'est pas un détail que les citoyens sachent dans le fatras des centaines d'articles de ces institutions, ce qui va contre leur intérêt. Alors le premier point, c'est que les institutions européennes, et ça se passe dans la partie 1, nous condamnent à un chômage de masse. Et c'est pas écrit comme ça, bien sûr. Bien sûr, dans les institutions européennes, on ne dit pas les institutions garantissent que le chômage sera à un haut niveau. Si c'était écrit comme ça, on aurait des révolutions. Non, c'est plus malin. Dans la partie 1 est prévue une banque centrale indépendante qui n'a donc d'ordre à recevoir de personne parmi les gens que vous élisez. Vous pouvez voter à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre, où vous voulez. La banque centrale n'a plus aucun compte à rendre à ces gens que vous élisez, que ce soit chez vous ou en Europe. Et la mission, et ce qui va avec, c'est que la mission de cette banque, mission exclusive, prioritaire, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Or, tous les banquiers du monde savent que mettre la priorité sur la lutte contre l'inflation, ça va se payer en chômage des plus défavorisés, des plus faibles. Alors, il y a plein de bouquins là-dessus, il y en a 2 quand même à connaître. Un premier livre de Fitoussi qui date de 2005, je crois. Oui, janvier 2005. Donc ce livre est paru pendant la campagne, La politique de l'impuissance. Ce livre-là, Fitoussi n'est pas du tout un révolutionnaire, c'est quelqu'un de très 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 modéré, tempéré, c'est un économiste intéressant, et c'est lui qui explique, qui utilise ces mots-là en disant tous les banquiers du monde savent que quand ils font le pari quand ils suivent l'objectif de lutter contre l'inflation, ça se paye en chômage. Quand Fitoussi le dit, je pense qu'on pourrait le dire de façon plus radicale et plus virulente et plus révoltée. Comment est-ce qu'on sait... Alors, par quel mécanisme est-ce que, en luttant contre l'inflation, on le paye en chômage et inversement? Alors, il faut savoir que les économistes s'empaillent entre eux sur ce sujet. Il faut savoir aussi pourquoi ils s'empaillent. Et il faut comprendre qui sont les économistes. Alors, je commence par ce qui me paraît le plus important. Dans la réflexion des économistes, l'un d'entre eux, qui s'appelle Phillips, a établi par l'observation, il n'a pas expliqué pourquoi c'était comme ça, mais sur un siècle de statistiques, il a observé que les périodes d'inflation étaient des périodes de faible chômage et inversement. En fait, Phillips, lui, l'observait sur les salaires et d'autres économistes, à sa suite, ont fait le lien entre les salaires et l'inflation et finalement, l'association de leurs travaux fait que les chiffres d'un siècle de statistiques montrent que quand vous avez beaucoup de chômage, vous avez peu d'inflation. Quand vous avez beaucoup d'inflation, vous avez peu de chômage. Et après ça, comprendre pourquoi fait l'objet de plein de débats d'économistes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour dire par quel mécanisme. Mais, si vous voulez, c'est empirique. On observe que, en luttant contre le chômage,
les salaires vont monter et l'inflation aussi. Alors on peut comprendre, il y a des mécanismes assez simples, c'est que quand il y a peu de chômage, quand vous êtes sûr de trouver du boulot, si vous perdez votre boulot, vous allez en trouver un autre, vous allez être plus exigeant au moment de trouver un autre travail et de demander un salaire. Puisque vous n'êtes pas précarisé, vous n'avez pas peur pour votre emploi, vous savez que vous allez en trouver un autre, il y a de l'emploi pour tout le monde, vous allez être exigeant dans votre salaire. Et les entreprises répercutent les salaires qui sont des coûts pour elles, et les répercutent sur les prix. Donc il y a une logique en fait, assez simple et probablement robuste. C'est sûrement pas le seul rouage, mais c'est un des rouages à connaître, c'est que, inversement, un fort chômage permet aux patrons d'imposer de bas salaires. Parce que les gens ayant peur pour leur boulot ne sont pas exigeants, et ils sont plus dociles, et il y a moins de pression sur les salaires, donc il y a moins de pression sur les coûts. Donc ça permet aux patrons de continuer à faire de gros profits sans payer de hauts salaires. Alors, Friedman et une bande d'économistes, on peut dire prostitués. Je pense que, d'une façon générale, les économistes sont une pensée prostituée. C'est rude comme attaque, mais je pense que c'est tellement évident que c'est quand même c'est difficile à contester. On ne peut pas dire que tous les économistes sont prostitués. Il y a des économistes qui sont humanistes, honnêtes, résistants et pas prostitués, pas vendus aux plus riches. Enfin, en gros, les économistes sont nés pour pérenniser la domination des plus riches, c'est-à-dire pour justifier et légitimer, naturaliser, comme si c'était un fait naturel et indiscutable, parlons d'autre chose maintenant, la domination des plus riches. Ricardo était un fils de banquier, lui-même financier, et protégeait l'intérêt, avec sa théorie économique, protégeait les intérêts de sa classe. Et donc les économistes, alors parmi lesquels Friedman par exemple, contestent la corrélation qu'il y a entre la corrélation en niveau inversé qu'il y aurait entre l'inflation et le chômage, en disant pas du tout. La corrélation, il y a eu quelques années, dans les années 70, où la corrélation n'a pas été observée. Et ils ont pris cette variation dans les statistiques comme prétexte pour prétendre que la loi n'était pas bonne. Alors qu'en fait, on pourrait tout aussi bien dire que la loi est effectivement bonne dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, lutter contre le chômage va se payer en inflation, et laisser filer l'inflation permettra de résorber le chômage, ou on peut le dire autrement. Cette loi est en général vérifiée, et effectivement, dans les années 70, elle n'a pas été, probablement pour des raisons qui n'ont pas été bien identifiées, d'autres raisons qui ont été plus fortes pendant ces quelques années que la loi principale, mais qui valent pas, qui méritent pas de jeter aux orties le travail de Phillips. Alors, le petit livre que je vous conseille, qui est écrit par Liem Wang Ngoc, c'est vraiment difficile à mémoriser et à prononcer, mais qui est un bon économiste, un jeune homme qui fait un travail vraiment passionnant sur d'autres sujets aussi. Et là, ce livre s'appelle « Le fabuleux destin de la courbe de Phillips ». Ça, c'est un bon petit livre qui permet de rappeler le travail de Phillips, et puis ensuite la bagarre idéologique parce que c'est vachement important pour le patronat de ne pas laisser dire qu'il faut choisir entre inflation et chômage, et que finalement le choix de société sur le plan économique, c'est inflation ou chômage, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du chômage. Ils savent que c'est lié, mais c'est inavouable, que l'inflation ronge leur tas d'or, alors que les travailleurs et les entreprises, les travailleurs ne sont pas gênés par l'inflation. Si vous avez une indexation, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, défend l'idée de l'indexation générale des salaires, des loyers, des emprunts sur l'inflation, de façon à ce que personne ne soit pénalisé, de façon à ce que l'unité de mesure monétaire ne soit pas
variable. Imaginez qu'un mètre changerait de taille, le mètre étalon changerait de taille sans arrêt, ce serait très compliqué pour toutes les mesures. De la même manière, une monnaie doit avoir une valeur stable pour que les acteurs aient des repères fiables. Et donc, dans un contexte d'indexation générale, si les salaires varient avec l'inflation, vous n'avez rien à craindre de l'inflation. Vous avez un bouclier qui vous protège contre l'inflation. Et si les loyers sont indexés sur l'inflation, ben les propriétaires qui louent leurs immeubles sont protégés contre l'inflation. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce que ça pénalise l'inflation? Ben, ça pénalise ceux qui ont du cash, ceux qui ont beaucoup d'argent, notamment de la monnaie fiduciaire, en grande quantité. Alors là, cette monnaie-là, elle perd de la valeur. Elle perd beaucoup de valeur si vous avez 15%, 10%, 15% d'inflation. Là, ces gens-là, c'est un très très petit nombre de personnes. Hein. Il y a très peu de gens qui ont beaucoup de cash, quoi. Beaucoup de cash au point d'en faire un vrai sujet d'inquiétude, il y en a très peu. Alors, est-ce que ces gens-là, est-ce que l'intérêt de ces gens-là est à privilégier par rapport à l'intérêt général? Il me semble que non. Un peu d'inflation, une indexation générale, et donc finalement, les petites gens qui sont protégés de l'inflation, si ça vous permet de lutter contre le chômage, donner du boulot à tout le monde, bah écoutez, c'est un choix de société qui quand même pourrait être au débat public, on pourrait en discuter. Bah, il se trouve que l'Union européenne, elle a tranché pour vous. Vous n'avez pas eu voix au chapitre. On a mis en place en 1957, avec le traité de Rome, on a mis en place un système de façon assez astucieuse, hein, puisque pendant toutes les premières années, pendant 20 ans, 25 ans, on n'a pas appliqué le traité de Rome. On l'a mis en place et on ne l'a pas appliqué. Alors les gens au début, ils étaient très méfiants. Mendes France vitupérait ce traité en disant c'est pas bien du tout, on va perdre notre souveraineté, il y a beaucoup à perdre à ce traité. Et puis finalement, avec les années, comme on voyait que ça changeait rien, on était protectionniste, on était nationaliste, on avait le contrôle de notre monnaie, ce traité ne changeait rien à notre vie finalement. Il y avait un contrôle d'échange, il y avait notre monnaie, il n'y avait pas de libre-échange, hein, finalement ce traité prévoyait des choses qui n'étaient pas appliquées, on a baissé la garde, et on ne s'est pas méfié. Et puis dans les années 80, sans rien dire à personne, ils ont activé le traité de Rome, ils ont commencé à l'appliquer. Ils ont commencé à appliquer le libre-échange, à libéraliser les capitaux, les mouvements de capitaux, à permettre le libre établissement de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel État. Donc ils ont commencé à permettre la mise en place de la concurrence de tous contre tous. Et nous, on était endormis, on avait relâché notre vigilance. Et à chaque fois qu'il y avait des militants valeureux qui protestaient, on leur envoyait dans les dents, mais attendez, vous protestez contre quelque chose qui est écrit depuis 57. C'est très astucieux, quand même, très astucieux. Mettre en place le système par petits pas, progressif, les gens voient rien, ou ils voient, mais bon, c'est pas suffisamment grave pour se soulever. Et puis au bout du compte, vous avez une machine épouvantable qui s'est mise en place, et qui s'est mise en place au plus haut niveau du droit, au niveau constitutionnel, et au niveau même international, au niveau de traités qui ne sont réalisables qu'à l'unanimité. Et plus on est nombreux, plus l'unanimité devient un verrou, l'impossibilité complète de changer quoi que ce soit. Mais on y est là. Là, on est à 27. L'unanimité à 27, on n'arrivera plus rien à changer à ces traités. Et donc, pour reprendre le fil de ce que je disais, le premier point haïssable, vraiment haïssable, un sujet de révolte, un sujet de révolution, est l'institutionnalisation du chômage, l'obligation constitutionnelle, la condamnation au chômage de masse. Je trouve ça quand même gravissime. C'est-à-dire que la politique monétaire est capable d'influer sur le rapport inflation-chômage, avec le jeu sur les taux d'intérêt et sur la production de monnaie. Le choix qui a été fait par les oligarques, c'est le chômage de masse et l'inflation minimum. Ce qui va ensemble. Ils ne vous ont pas dit chômage de masse, ils vous ont dit inflation minimum en vous disant que c'est pour protéger les plus faibles. Bullshit.
c'est pas pour protéger les plus faibles, c'est pour protéger les plus riches. Deuxième point que j'avais pas vu moi en 2005 et qui est peut-être plus important encore, les institutions européennes interdisent aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale. Alors, pour un humain normal, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Ouais, les États ne peuvent pas emprunter auprès de leur banque centrale. Bon, ouais, et alors? Et c'est pourtant essentiel parce que, on en a parlé dans d'autres entretiens, je vais aller vite. Quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, la banque centrale lui crée de l'argent pour lui, et note que l'État lui doit, et au fur et à mesure que l'État rembourse cet argent ensuite avec les impôts ou avec les recettes de cet investissement, la monnaie est détruite au fur et à mesure, sur le même modèle que le crédit habituel et le mécanisme de la monnaie-dette. Mais la différence avec le système qui nous est imposé aujourd'hui, c'est que quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, quand il rembourse sans intérêt. Ou il remboursera plus tard, donc il peut avoir... Donc ça, il a de la marge, il a beaucoup de marge, et puis c'est pas coûteux. C'est plus du tout comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça, c'est absolument interdit. Quand un État a besoin d'argent pour financer un investissement public, il doit emprunter auprès des marchés financiers. Il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Et donc quand il emprunte auprès des marchés financiers, il paye un intérêt. Et cet intérêt devient progressivement insupportable, et ça devient un outil d'oppression. Un outil d'oppression des États par les riches, par les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent. C'est les riches. Et en gros, les plus riches parmi les humains, ce sont les commerçants, et les plus riches parmi les commerçants, ce sont les multinationales, et les plus riches des plus riches, ce sont les banques. C'est les gros commerçants qui avaient beaucoup d'argent en plus, qui étaient incapables de dépenser, qui sont devenus les banques, historiquement, 1500, 1600, 17e siècle, 16e siècle, 17e siècle, sont devenus les banques, et finalement, aujourd'hui, les plus riches, ce sont les banques. Et finalement, les marchés financiers, pas pour l'intégralité, mais pour le plus gros, ce sont les multinationales et les banques. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les pattes des plus riches, cet article 104 de Maastricht qui est devenu l'article 123 de Lisbonne, est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire, c'est une trahison, c'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi j'ai voté oui à Maastricht, je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique, on nous parlait de l'euro, on ne nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. Enfumer. On s'est fait rouler. C'est une trahison. Une trahison absolue. Il n'y a pas d'autre mot. Et même en 2005, moi, je n'étais pas au courant, donc on n'en a même pas parlé en 2005 non plus. On en a parlé après. Donc, depuis, là, ça fait maintenant, depuis 2006, ça fait 5 ans. On travaille beaucoup là-dessus. Et on s'aperçoit que dans tous les pays du monde, en tout cas dans beaucoup de pays du monde, dans tous les pays importants, les États ont abandonné la création monétaire aux banques privées. Et la dette publique augmente depuis. À chaque fois, la dette publique augmente dans des proportions extravagantes. Et finalement, le mode opératoire est le même qu'avec les pays du tiers-monde, qui ont été mis en coupe réglée, pillés par les multinationales et les banques, avec le même mode opératoire. On commence par l'endetter. On lui fait miroiter des dépenses publiques qui sont soi-disant très importantes, un barrage, des lignes, des voies ferrées, des grands travaux gigantesques.
certes utile, et encore souvent, quand on observe pour les pays sous-développés, c'est utile à quelques multinationales pour aller piller leurs ressources, leurs matières premières dans les mines. Enfin, je ne développe pas. Mais en tout cas, on se débrouille en faisant miroiter de l'aide, en disant on va vous aider, on va vous prêter à des bateaux, on va vous donner aussi, on va vous aider personnellement. On engage le pays sous-développé à engager de très grosses dépenses, créer cette dette, et une fois que la dette est engagée, alors là, on obtient en échange tout. La privatisation de tous les services publics, l'abandon des matières premières à vil prix, la bérésina pour les peuples en question. Et le mode opératoire qui est décrit très bien dans Les Confessions d'un assassin financier de Perkins est extraordinaire, c'est absolument révoltant. Ce bouquin-là, c'est un... Et puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'on observe le mode opératoire pour les pays sous-développés, mais on retrouve le goût de la Grèce, du Portugal, et puis bientôt de la France, évidemment. C'est-à-dire qu'après avoir copieusement pillé tous les pays sous-développés, les banquiers, maintenant, s'en prennent aux pays développés, puisqu'ils ont réussi à corrompre les systèmes politiques jusqu'à la moelle. Donc, le premier point, c'est l'indépendance de la Banque centrale et sa mission unique contre l'inflation qui nous condamne au chômage de masse. Ça fait quand même un sacré morceau. Deuxième morceau, l'interdiction aux États de créer leur propre monnaie, donc d'emprunter auprès de leur Banque centrale, donc de créer leur propre monnaie. Donc, rendre les États dépendants des porteurs d'argent, des porteurs privés évidemment, des porteurs d'argent. C'est insupportable. Ce deuxième point suffirait déjà à dire, mais attendez, il faut sortir de l'Union européenne d'urgence. Parce que vous allez voir qu'à la fin, quand on va parler des procédures de révision des traités, comme tout est à l'unanimité à 27, c'est indémerdable. On n'arrivera jamais à améliorer ce piège politique. Troisième point dramatique, alors qui lui a été beaucoup débattu en 2005, donc je vais passer rapidement, c'est l'interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Je répète, interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Ça veut dire que un État qui déciderait de ne pas laisser faire n'importe quoi en matière de capitaux serait, par ces traités félons, dans l'illégalité. Et puis, ce qui va avec, donc je le mets dans le même point, mais ce sont des dispositions différentes, mais elles vont ensemble, elles sont faites pour faire un effet de tenaille, un effet d'étranglement, liberté d'établissement. C'est-à-dire que non seulement les capitaux peuvent circuler, mais les entreprises aussi peuvent s'implanter librement dans les différents États. Ces deux dispositions, en fait, sont là encore un outil d'impuissance des États par rapport aux puissances privées, par rapport aux entreprises privées, notamment les plus grosses. Priver ainsi les États de leur possibilité de régulation et de police des capitaux, c'est totalement antidémocratique. C'est véritablement, quand on se demande comment des représentants qui nous représentent, qui devraient normalement représenter l'intérêt général, on se demande comment ils ont pu penser, élaborer, imposer des normes et des règles qui sont aussi contraires à l'intérêt général. Et en fait, on comprend mieux quand on essaye de voir qui voulait ce projet, qui a financé ce projet, qui soutient mordicus ce projet, qui a intérêt à ce projet. Et c'est édifiant quand on comprend que l'Union européenne a été voulue, financée, a été défendue par les mêmes qui ont financé Hitler et Mussolini. Les mêmes, pour les mêmes raisons, pour avoir des bas salaires, pour venir à bout des républiques, à bout de ce qu'on appelle la démocratie, qui à mon avis n'est pas une démocratie. On a fait d'autres réunions là-dessus. On ne vit pas en démocratie, on vit en oligarchie. Mais ce qu'on appelle les démocraties, c'est quand même des oligarchies tempérées par un semblant de parlementarisme qui limite un peu les dégâts quand même.
Mais même ça, pour les grands patrons, c'est trop. Et ils veulent la peau de la Révolution française et de ses enfants, de ses successeurs. Ils appelaient la République la gueuse dans l'entre-deux-guerres. Et Hitler et Mussolini, donc le fascisme à la papa, servait à, parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau fascisme, bien plus malin, quoi, servait à venir à bout ils appelaient ça de la gueuse, venir à bout des républiques. Annie Lacroix-Riz explique bien ça, on trouve dans les archives, des milliers d'archives, que l'obsession des banquiers et des industriels, c'est nos salaires. Parce que ça se comprend, leurs grands profits dépendent de nos bas salaires. Donc c'est juste égoïste, c'est juste totalement cynique. Ce qui les intéresse, c'est qu'on ait juste le salaire qu'il faut pour qu'on ne fasse pas la révolution, qu'on ne les égorge pas. Voilà. S'ils s'aperçoivent qu'on est en train de descendre dans la rue comme au Front Populaire, descendre dans la rue par millions et qu'on va les égorger, hop, il lâche du mou, il lâche, de toute façon... Voilà, ils donnent juste ce qu'il faut pour... Donc ça n'a rien à voir avec la justice. Bon, en tout cas, ce sont les mêmes qui ont financé donc les multinationales. Hitler a été financé par Ford, il a été financé par IG Farben, le cartel de la chimie allemand, il a été financé par les banques centrales européennes, il a été financé par les banques, évidemment. Il faut comprendre qu'Hitler n'aurait pas existé, enfin serait resté un groupuscule ridicule, des fous furieux, sans argent, il serait resté marginaux, on ne connaîtrait même pas leur existence. Il faut comprendre que Hitler et Mussolini et Staline, Lénine, c'est pareil pour les bolcheviks, n'auraient pas existé sans le financement de Wall Street. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fascisme, c'est pas Hitler. Le fascisme, c'est qui a financé Hitler. Il me semble, moi, tout le monde se traite de fasciste, c'est un mot qui est galvaudé, on en vient à se demander ce que c'est le fascisme. Là où j'en suis de ma réflexion, je dirais que le fascisme, c'est la prise de contrôle de l'État par les plus riches, et donc c'est une toute petite poignée de personnes qui prennent le contrôle de l'État pour pérenniser leurs privilèges et se servir de la force publique, parce que l'État a le monopole de la force publique, se servir de la force publique pour défendre leurs seuls intérêts, ou prioritairement. Et après ça, il y a différentes manières de mettre en place ce règne des privilégiés, qu'on peut appeler fascisme, on peut l'appeler autrement. Alors je sais bien que fasciste, c'est un mot qui historiquement veut dire autre chose, mais enfin, il faut que les mots soient utiles quand même. Si on les ramène constamment à leur stricte définition historique, on n'arrive pas à s'en servir parce qu'on va nous répéter que le fascisme c'était les faisceaux, que c'était donc historiquement un truc qui n'existe plus. Ouais, ok. N'empêche que les dictatures du milieu du XXe siècle ont été financées par les riches du moment, les ultra-riches du moment. Et ce sont ces mêmes ultra-riches de notre moment en ce moment, et puis de toute la période qui nous a séparés, ce sont les mêmes, ou leurs enfants, qui financent l'Union européenne. C'est plus malin, le fascisme à la papa, on le vivra plus. Je pense qu'on n'aura plus... ils n'ont plus besoin de régime militaire, avec une police militaire. C'est plus nécessaire, ils ont trouvé quelque chose de bien plus malin. L'élection, c'est fabuleux pour les riches. C'est génial. Et puis, je veux dire, le simple fait que l'élection, que le suffrage universel soit défendu, d'abord a été institué par Napoléon III en France, Bismarck en Allemagne, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Le fait que, ça devrait nous inciter à la défiance. Le fait que le suffrage universel soit défendu par tous les MEDEF du monde, par toutes les multinationales du monde, qui soutiennent le suffrage universel. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et le fait que depuis 200 ans de pratique de l'élection, les riches ont toujours gouverné. Le suffrage universel ne tient pas ses promesses. Les pauvres n'ont jamais gouverné avec le suffrage universel. Alors qu'avec le tirage au sort, c'est le contraire. 200 ans de pratique à Athènes montrent que pendant 200 ans de tirage au sort, les riches n'ont jamais gouverné, alors que les pauvres toujours. Donc, avec le suffrage universel, les multinationales, et notamment les multinationales de la finance, ont un moyen de nous faire voter nous-mêmes pour nos propres bourreaux, via l'Union européenne,
un moyen qui est bien plus malin, contre lequel il est bien plus difficile de résister que le fascisme à la papa. Donc pour le distinguer, on peut peut-être parler de fascisme financier. Sur l'OTAN, il y a des dispositions graves qui, en fait, empêchent l'Union européenne de penser une défense qui soit autonome par rapport à l'OTAN. Alors on nous explique qu'évidemment, chacun des pays faisant déjà partie, une bonne partie faisant partie de l'OTAN, on ne pouvait pas les obliger à se désolidariser de l'OTAN. Certes, il reste que les plus grands pays de l'Union européenne étant intégrés à l'OTAN, le fait que les traités de l'Union européenne intègrent finalement cette participation nous rend complètement dépendants de l'OTAN. Et il y a des mécanismes d'intervention, donc de guerre obligée, et même nucléaire, dans les traités qui sont absolument révoltants. C'est-à-dire que si on appliquait ces mécanismes dans les situations qui sont prévues, on serait obligé d'envoyer un feu nucléaire préemptif, agressif, pas défensif. Je ne développe pas, mais sur ce sujet-là, il pourrait y avoir un débat, il n'y en a pas eu. Les institutions européennes mettent entre les mains des ministres et des présidents, qui sont des exécutifs dans les pays d'où ils viennent, mettent dans leurs mains le pouvoir législatif. Alors, à deux titres. D'abord, en co-législateurs, les institutions européennes font des ministres qui normalement devraient être absolument cantonnés à l'exécution des lois. La séparation des pouvoirs, c'est toi tu écris les lois mais tu ne les exécutes pas, toi tu es Parlement, tu écris les lois mais tu ne les exécutes pas, et toi tu es exécutif, tu exécutes les lois mais tu ne les écris pas. En divisant les pouvoirs, on les affaiblit et nous autres, les gouvernés, nous protégeons contre les abus de pouvoir. Montesquieu. Et cette séparation des pouvoirs est très mal appliquée. Dans la 5e, elle ne l'est pas du tout. Puis dans la plupart des pays, elle est violée parce que ceux qui écrivent les règles les écrivent pour eux-mêmes. C'est ma thèse. Les institutions ne devraient jamais être écrites par des hommes de parti, et encore moins par des parlementaires, des ministres, des juges. Les institutions devraient être écrites par une assemblée constituante tirée au sort. C'est d'ailleurs le dernier point que j'évoquerai un petit peu à la fin. Mais en tout cas, si les ministres ici se voient attribuer un pouvoir législatif, c'est plus grave encore qu'au niveau national, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Il faut se rendre compte qu'on a déjà du mal à surveiller ce que font nos parlementaires et nos ministres au niveau national, à la petite échelle de la nation, mais alors au niveau européen, est-ce que vous savez ce que sont en train de négocier pour vous, vos ministres, dans le cadre de l'Union européenne? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous en occupez? Est-ce que vous vérifiez ce que signent en votre nom, les directives que signent en votre nom vos ministres dans le cadre de l'Union européenne? Ben, pas du tout, c'est trop loin, et puis en plus, le voudriez-vous? Vous ne pourriez pas, parce que c'est totalement opaque. Alors, à deux titres, les ministres sont co-législateurs, sont législateurs. D'abord, ils sont co-législateurs avec le Parlement. Donc le Parlement est complètement, en fait, infantilisé. Le Parlement ne peut écrire aucune loi tout seul. Il est accompagné des ministres qui doivent être d'accord pour que ça passe. En plus, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. C'est complètement extravagant, c'est la Commission. Alors il y a des arguments bidons pour justifier que la Commission soit ainsi... La Commission n'est pas élue, hein, donc la Commission c'est des technocrates. C'est profondément oligarchique. Donc là, déjà, les ministres sont co-législateurs, mais en plus, il y a deux techniques de production de normes obligatoires de portée générale et illimitée dans le temps, donc c'est extrêmement dangereux pour nous. Hein. Une constitution, ça sert à éviter que de tels outils juridiques ne soient hors contrôle. Or là, ils le sont totalement. Donc, autre technique de production de normes obligatoires, les actes non législatifs et les procédures législatives spéciales.
c'est des noms qui suggèrent rien. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, je vous dis, en français, c'est des lois sans parlement. Des lois sans parlement. Et sur quel sujet? Oh, des bricoles. Des bricoles. Le marché intérieur. Une bonne partie de la fiscalité. La concurrence. Tous ces sujets-là, le Parlement n'en voit pas la couleur. Le Parlement n'est pas concerné. Est-ce que il y a une liste des sujets sur lesquels on peut faire comme ça des lois sans Parlement, où les ministres écrivent le droit? Donc les ministres, ceux qui vont appliquer les lois, eux, quand ils retirent leur costard de ministres européens, ils retournent chez eux, et donc de co-législateurs, ils retournent chez eux dans leur pays d'origine, ils réendossent leur costume d'exécutif, et ils font appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites au niveau européen. Donc on est en pleine confusion des pouvoirs. Et tout ça en rendant concrètement, en ne rendant aucun compte. Et donc il y a une liste des sujets? Pas du tout. Vous voulez savoir la liste des domaines de ces lois sans Parlement? Il va falloir que vous tartiniez les centaines d'articles en cherchant les procédures législatives spéciales, les actes non législatifs, et puis vous apercevez que c'est un acte non législatif, ça. C'est énorme, quoi. Hein. Pourquoi est-ce que ça a été retiré au Parlement? Est-ce qu'on nous explique? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un débat sur des lois sans Parlement à l'occasion du débat sur les institutions européennes? Moi, ça n'a jamais parlé, mais c'est dans la partie 1, ça. Hein. Dans la partie 1, sont programmées des lois sans Parlement. Il me semble que ça vaudrait le coup d'un débat public. Point 6, c'est les juges. Les juges, vous savez, dans l'organisation classique, qui à mon avis pourrait encore être améliorée, mais dans l'organisation classique de Montesquieu, les juges étaient le troisième pouvoir. Et les trois pouvoirs, dans l'idée de Montesquieu, c'était de les trianguler pour qu'ils se surveillent mutuellement, de façon à ce qu'aucun n'abuse. Et donc il ne faudrait surtout pas qu'un acteur contrôle à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Pour Montesquieu, et puis avec du bon sens, on comprend que ce serait terrifiant pour les gouverner. Parce qu'on serait dans une situation de monarchie, en fait, avec quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Quand vous regardez notre président de la République, donc il y a donc le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter, donc le contrôle de la police, de l'armée, qui a le contrôle du législatif, puisque sa majorité présidentielle, c'est des larbins. Des larbins. Ces gens-là, les parlementaires dans le régime de la Ve, ces gens-là sont élus. Pour être élus, il faut qu'ils soient candidats. Pour être candidat soutenu par un parti, il faut qu'ils aient l'investiture du parti. Or, le président du parti qui donne les investitures, c'est le président de la République. Donc c'est le même bonhomme qui a dans ses mains l'exécutif et qui en même temps décide de l'investiture ou de la non-investiture à la candidature. Donc le droit à candidater, le droit à être candidat, donc à être réélu. Donc c'est lui qui décide, c'est le président qui décide de la survie politique des parlementaires, de la majorité des parlementaires. Un enfant comprend l'état de dépendance des parlementaires par rapport au président de la République. Donc là, c'est une monarchie. On est déjà dans la confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. Parce que le Parlement est au moins, on va dire, sous influence, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Il est sous influence du président de la République. Donc, en fait, la République, là, elle est déjà sous l'influence d'un parti et beaucoup plus gravement d'un homme, du chef du parti. C'est totalement oligarchique. Mais c'est dans le génome de l'élection. Hein. L'élection, elle va être gagnée que par des gens qui se groupent, donc par des partis. Et les partis, mécaniquement, sont dominés par leur chef. 1911, hein, c'est un vieux livre, excellent, et d'actualité, pose des problèmes qui restent d'une actualité brûlante. Les humains ont besoin de chefs, les humains ont une adoration, un besoin d'adorer, un besoin de vénérer, un besoin de suivre un chef. La plupart des gens ne sont pas des leaders, ils aiment choisir un chef et le suivre. C'est très intéressant ce que dit ce gars-là. L'élection, à mon avis, dans son génome, elle porte la domination d'un chef, du parti victorieux. Et c'est ce qu'on voit dans la Ve, hein, complètement ce qu'on voit dans la Ve.
Alors, je continue, je reviens à mes juges. Dans une organisation des pouvoirs équilibrés où les pouvoirs sont séparés, il y a aussi les juges, donc qui sont le troisième pouvoir. Et quand vous voyez que notre président de la République s'en prend aux juges frontalement, quand le chef de l'exécutif en France parle de supprimer les juges d'instruction, parle d'affaiblir les juges à tout propos, de les ruiner en fait, de leur donner aucun crédit, donc ils sont complètement débordés les juges, donc de les discréditer en disant regardez ça marche pas, c'est en retard, tout ça relève d'une politique, une stratégie, ils peuvent le nier, ils peuvent pousser des cris d'orfraie en nous traitant de populistes, ou de complotistes, ou de conspirationnistes, que sais-je, quelle autre bêtise. Les faits, c'est que les pouvoirs publics en France sont en train de ruiner la justice française, de la maltraiter, de lui donner pas assez d'argent pour qu'elle puisse pas faire son boulot, et finalement de rendre la justice incapable de nuire. De nuire à qui? De nuire à l'exécutif. Parce qu'on pourrait imaginer une justice qui soit capable de faire du mal à l'exécutif, de le surveiller, de le traquer, de le punir. Et là, vous savez comment marche la Ve, vous savez que dans la Ve République, il y a un procureur de la République, qui est un subordonné du chef de l'État, un subordonné du ministre de la Justice, donc du président de la République. Donc il est aux ordres, c'est pas un juge. Le procureur de la République, c'est pas un juge, c'est un fonctionnaire. Et ce gars-là peut décider de l'opportunité des poursuites ou de la non-opportunité des poursuites. C'est dingue. Ce gars-là peut dire non, ça c'est pas la peine. Et vous savez quand est-ce que sont appliqués les non-lieux? Donc les cas dans lesquels un procureur dit il n'y a pas opportunité de poursuite. Non, c'est pas la peine. Bah, c'est pratiquement tout le temps des politiciens ou des industriels, des notables. Quand des notables vont être punis, non-lieu. Ça sert à ça. C'est profondément injuste. C'est profondément injuste. C'est monarchique. C'est l'Ancien Régime. Bon, en tout cas, le troisième pouvoir que pourrait constituer la justice en France, c'est quand même... Bon, il y a des juges valeureux qui résistent, il y a des Portelli, il y a des gens formidables qui résistent. Dans la justice, il y a des pointures. Heureusement, puis quand ils ne sont pas contents, ils s'expriment très très bien, ils savent le dire. Heureusement, bon, c'est pas fini, la bagarre n'est pas finie. Mais bon, il y a un vrai danger de tyrannie avec l'affaiblissement de la justice. Il faudrait qu'on ait une justice indépendante. Elle ne l'est pas en France. Et c'est ce qu'on nous renvoie dans les dents quand on proteste contre la dépendance. Je dis bien la dépendance, pas l'indépendance. La dépendance des juges européens envers les exécutifs qui les nomment. Parce que c'est ça qui est incroyable. Alors, quand on proteste contre ça, on nous dit mais c'est là pareil en France. Bah oui, mais un excès en justifie pas un autre. C'est pas parce que c'est épouvantable en France qu'il faut qu'on l'institutionnalise au plus haut niveau du droit et ça changera plus jamais en Union européenne. L'argument est spécieux. Alors, comment ça marche dans les institutions européennes? Eh bien, les juges européens sont nommés pour 6 ans, ce qui est court, renouvelable. Renouvelable, ça veut dire non renouvelable. Ça veut dire que les juges européens dépendent pour leur carrière des exécutifs qui vont avoir à juger. Et ça marche, nulle part ça marche comme ça. Ça, c'est une justice qui n'en est pas une. Si les juges dépendent, ils vont pas être sévères. Ils vont pas être sévères envers les exécutifs pour qui dépendent de leur carrière. Alors, on me répond que comme ils sont plusieurs, c'est pas si facile d'avoir des juges dociles. C'est connerie. C'est pas sérieux. Si vous désignez des juges européistes, des juges eurolâtres, si vous désignez des juges qui sont mondialistes, des juges qui sont libéraux, des juges qui sont... Eh ben, vous n'aurez même pas besoin de leur donner la moindre consigne, effectivement. Ils seront libres, mais ils vont développer une idéologie qui est contraire à l'intérêt général. Et sans avoir besoin de les corrompre, de leur dire quoi faire. Mais parce que vous les avez nommés, et parce qu'ils dépendent pour leur carrière de ceux qui les ont nommés. Donc c'est extrêmement dangereux ce qui se passe au niveau des juges. D'ailleurs, les juges européens participent activement
rouleau compresseur ultralibéral de la Constitution européenne. Ils participent, ils en rajoutent au traité, dans leur interprétation. L'initiative, c'est un pouvoir essentiel en démocratie, totalement confisqué au peuple. Le peuple européen, les peuples européens n'ont aucune initiative en aucune manière. C'est simple, absolument aucune. Ni initiative pour désigner des candidats, ni initiative pour révoquer des candidats s'ils ne sont pas contents, ni initiative pour proposer des lois, ni initiative pour révoquer des lois, pour abroger des lois, révoquer des acteurs. Il n'y a aucune initiative. Il y a juste une bouffonnerie, une pantalonnade qui est le droit de pétition, qui n'a aucune force contraignante. Il faut qu'on soit des millions à vouloir demander pardon à la Commission, demander la permission à la Commission de, si elle veut bien, transmettre au Parlement un projet pour que le Parlement en discute. Bullshit, on se fout de nous. Ce truc n'a aucune valeur. Voilà, ça ne vaut rien, c'est du foutage de gueule intégral. De la même manière qu'en France, on nous a servi la même chose. Vous savez qu'on nous a... Ils ont changé la Constitution puisqu'ils l'écrivent eux-mêmes. C'est extravagant. Mais donc, ils écrivent eux-mêmes la Constitution et nos parlementaires français ont institué ce qu'ils appellent le référendum d'initiative populaire. Ils osent appeler ça référendum d'initiative populaire, alors que vous savez que l'initiative de ce référendum d'initiative populaire appartient aux députés. Je vous jure que c'est vrai. Le référendum d'initiative populaire, il s'appelle comme ça dans la Constitution française, est d'initiative parlementaire. Alors, l'initiative parlementaire, ensuite appuyée par 10% du corps électoral qui viennent soutenir le parti qui a... Et ils appellent ça d'initiative populaire, citoyenne. C'est du foutage de gueule. En plus, ce référendum d'initiative populaire, soi-disant, qu'il y a dans les constitutions françaises, n'oblige nullement à un référendum. Si le gouvernement ne s'en saisit pas, si le Parlement, ne s'en saisit pas, il y aura un référendum. Mais il suffit que le Parlement s'en saisisse pour le mettre à la poubelle, il n'y a pas d'obligation de faire un référendum. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. C'est à vomir. Et puis il n'y a pas un journaliste pour le relever. Hein. Là, je ne parle plus d'institutions européennes. Mais c'est pareil pour les institutions européennes, parce que c'est du même foutage de gueule. C'est de la même escroquerie absolue. Mais ce qui est incroyable, c'est la complicité des journalistes, parce que ces gens-là qui devraient être les journalistes, qui devraient être les sentinelles du peuple. C'est comme ça qu'on les appelait pendant la Révolution. Des gens qui devraient nous alerter, des gens qui devraient être des whistleblowers, des siffleurs souffleurs de sifflets, là, comme ça que les appellent les Américains, des donneurs d'alerte. Ces gens-là sont des chiens de garde de l'Empire, du système. Les journalistes qui nous parlent de l'arnaque absolue du référendum d'initiative populaire, comme Pujadas, comment il s'appelle, il parle du réferdum d'initiative populaire avec une espèce comme de fierté d'avoir un État démocratique. C'est ridicule. Son rôle à lui, ça devrait être de protester, tempêter et nous appeler, nous alerter, faire venir des résistants pour exprimer les inquiétudes des gens ou la colère des gens devant cette imposture, cette escroquerie. Pas du tout. Ces gens-là sont misérables. Hein. C'est pas des journalistes du tout. Ils prennent la place de journalistes. Ils sont à la place de journalistes. Ils sont à la place que devraient occuper les journalistes. Mais ils ne sont pas journalistes. Ce sont eux aussi des prostituées, comme les économistes. Les bons journalistes, ils sont indépendants. D'ailleurs, sur Internet, il y a énormément de lutteurs absolument autonomes, bénévoles, qui passent leur vie à comprendre comment on se fait avoir et qui nous alertent, et c'est eux les journalistes. Et puis dès qu'ils sont payés, c'est pas instantané, mais pratiquement. Dans les institutions européennes, le pouvoir législatif est détenu par des non-élus. Et nos élus n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont du pouvoir, ce sont des non-élus. Il y a des tas d'organismes dans les institutions européennes qui produisent des normes obligatoires. La Banque centrale, par exemple, produit des normes obligatoires. En totale indépendance, aucun contre-pouvoir, production de normes obligatoires. Les conseils, la conférence intergouvernementale, enfin il y a plusieurs organes, et puis bien sûr le Conseil des ministres, qui produisent des normes exactement comme des lois. C'est des lois, vraiment c'est de l'escroquerie de dire que ce n'est pas des lois, et sans Parlement. L'avant-dernier point est celui de la résistance aux abus de pouvoir.
Il me semble que les citoyens devraient savoir qu'une constitution, à quoi ça sert? Ils devraient savoir qu'une constitution, ce n'est pas un moyen d'organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La constitution, c'est un moyen d'affaiblir les pouvoirs. Les pouvoirs sont dangereux, les humains le savent depuis des milliers d'années. Il est question de chercher comment protéger le plus grand nombre des humains contre les abus de pouvoir. Voilà à quoi sert une constitution. Une constitution, c'est comme un contrat, mais attention, pas un contrat qui serait passé entre le gouvernement et les gouvernants et les gouvernés, parce que ça supposerait que les gouvernants préexistent à la constitution, ce qui n'est pas le cas. La constitution, c'est un contrat passé entre les gouvernés et les gouvernés, pour établir ensuite des gouvernants, mais sous contrôle. Il est donc essentiel que, et c'est mon dernier point, que ceux qui écrivent la Constitution soient désintéressés, ne soient pas ceux qui vont être affaiblis par la Constitution, sinon ils vont tricher. Si vous laissez les parlementaires écrire la Constitution, ils ne vont pas prévoir de vrais contrôles, ils ne vont pas prévoir de vraies sanctions, ils vont prévoir des contrôles factices. Donc, l'avant-dernier point qu'il faut souligner sur les institutions européennes, c'est qu'elles ne prévoient aucun moyen de résister. Chercher, pour moi j'ai passé des milliers d'heures là-dessus, chercher dans les institutions un moyen pour nous, simples citoyens, comme le feraient les Suisses, puisque les Suisses, vous savez qu'un citoyen suisse peut se lever en appelant les autres à voter un référendum pour abroger une loi, pour imposer une loi, pour même changer la Constitution. Ils ont gardé l'initiative, les Suisses. Est-ce qu'il y a l'embryon de ça dans les institutions européennes? Rien. Il n'y a rien. Voilà. Dans les institutions européennes, il n'y a aucun moyen de résister aux abus de pouvoir. Repassez-vous cette phrase, s'il vous plaît, dans la tête, parce que c'est extrêmement important. Dans les institutions européennes, vous n'avez plus aucun moyen de résister aux abus de pouvoir. C'est dramatique. Tant qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, on ne s'en aperçoit pas. Et puis quand les abus de pouvoir commencent, quand ils commencent à vous détruire la retraite, quand ils commencent à détruire la Sécu, quand ils commencent à détruire tous les services publics de santé, de transport, d'énergie les uns après les autres, c'est trop tard. Je vous dis, il n'y a pas de moyen de résister. On est dans un piège politique, les institutions européennes sont un piège politique, voulu par... Ah oui, tiens, on pourrait se rappeler de ça. Voulu par qui? Ah ouais, voulu par des multinationales. Tiens, ouais. Et les multinationales, est-ce qu'il faut confondre leur intérêt avec l'intérêt général? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas tout à fait le même. Et alors, voulu par donc les institutions européennes qui nous privent de tout moyen de résister. Ah ouais, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Quand Hitler et Mussolini supprimaient les syndicats, supprimaient les moyens pour les gueux de résister un peu à l'oppression des riches. Ah ouais, qu'est-ce qui finançait Hitler et Mussolini? Ah ben, c'était aussi des cartels, des multinationales, des banques. Ah ouais, ça a un air de famille quand même. Hein. C'est plus malin, c'est moins voyant, c'est moins brutal. C'est brutal quand même. Je ne vois pas d'argument pour rester dans les institutions européennes. Dans le débat qu'il y avait en 2005 pour le oui ou pour le non, là, les tenants du oui n'avaient que des belles promesses vides d'arguments, vides de preuves, en nous disant l'Europe c'est la paix. Mais c'est pas vrai. L'Europe, ça n'a pas empêché qu'on aille bombarder les Serbes. Les Serbes, nos alliés de toujours, un pays, avaient bombardé les populations civiles en Europe. La paix. Vous êtes sûr que ça va garantir la paix? Alors que l'Europe organise, institutionnalise la guerre économique. Mais attends, la guerre économique, c'est une vraie guerre, une guerre épouvantable, hein, qui fait des malheureux partout. Bon, c'est pas des bombes au phosphore, mais c'est des millions de personnes au chômage, dans la misère noire. Le dernier point, qui ouvre sur une solution, en fait. Hein. Le dernier point, c'est j'ai pas parlé de la révision, de
l'impossibilité de réviser les textes. C'est un des points, j'ai dû passer dessus sans... Oui, voilà, c'est l'avant-dernier point, c'est celui-là, c'est les révisions. Il faut comprendre, je serai rapide là-dessus, que les institutions européennes ne peuvent être modifiées qu'à une triple unanimité. À 27, c'est insurmontable, voilà, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ouais, je pense que ça n'arrivera pas. Et sans référendum. C'est-à-dire qu'en fait, en signant pour des institutions, même par référendum, en imaginant qu'on ait dit oui, en signant par référendum des institutions dans lesquelles on peut les changer ensuite sans référendum, on fait exactement un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'on dit, ok, allez-y, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les changer. Maintenant, on a voté ce que vous nous avez donné à signer, et puis ensuite, vous allez pouvoir changer ce que vous voulez sans référendum. C'est exactement un chèque en blanc. Un chèque en blanc a des crapules. Donc c'est complètement fou. Et puis même quand on dit non, ils le font quand même. On est dans les mains de crapules. Source de tout ça, c'est la même cause que dans nos institutions, c'est le processus constituant. C'est-à-dire que c'est l'origine. Moi, je remonte à la racine, je cherche la cause des causes. Et la cause des causes sur le traité de l'Union européenne, c'est qui a écrit ces maudites règles. Qui a écrit ces maudites règles? À chaque fois, dans les institutions françaises comme les institutions européennes, à chaque fois, ceux qui écrivent les règles n'auraient pas dû les écrire. C'est pas à eux d'écrire les règles. C'est pas aux hommes de parti. C'est pas aux hommes au pouvoir. C'est pas à ceux qui aspirent au pouvoir. Donc c'est même pas aux hommes de parti et même des petits partis. C'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire la Constitution. Ces gens-là sont juges et partis. Ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Quand vous êtes dans un parti, vous n'êtes pas encore élu, mais vous vous projetez dans l'avenir. Un humain, ça se projette dans l'avenir. Il sait qu'un jour, il sera élu. Et donc, quand il écrit des articles de constitution, il ne va pas écrire ce qui va vous protéger. Il ne va pas faire ça. Il ne le fera jamais. Je ne lui en veux même pas. C'est humain. Pourquoi est-ce qu'il irait écrire le respect du vote blanc qui permet de le foutre dehors quand on n'est pas content, quand on ne veut plus de lui? Pourquoi il irait écrire le référendum d'initiative citoyenne qui permet de le révoquer quand on n'est pas content ou qui permet de contredire ses lois quand on les trouve mauvaises ou qui nous permet de lui imposer des lois quand nous on les trouve bonnes et lui les trouve mauvaises? Pourquoi il va prévoir ça? Il ne prévoira jamais le référendum d'initiative citoyenne. Ça va contre son intérêt personnel. Qu'est-ce qui compte? Son intérêt personnel ou l'intérêt général? C'est pas à lui d'écrire la Constitution. Jamais un parlementaire n'ira écrire les mandats courts et non renouvelables, la rotation des charges. Jamais un parlementaire n'ira prévoir dans la Constitution qu'il y ait une chambre tirée au sort pour qu'elle nous ressemble. Une chambre d'un millier de personnes dont le mandat serait très court, tout le temps renouvelable, et qui, parce qu'elle est nombreuse et tirée au sort, nous ressemblerait. Il y aurait des pauvres, des riches, à proportion à peu près égale à ce qu'il y a dans la population. Il y aurait des blancs, des noirs, des femmes. Il y aurait des femmes, plein de femmes. Il y en aurait, au tirage au sort, il y en aurait la moitié. Il y aurait des gens qui nous ressemblent. Il y aurait des tas de salariés, d'employés, comme la majorité des gens, dans une assemblée tirée au sort. Mais le parlementaire, jamais il prévoira qu'il y ait au moins une des chambres tirées au sort, et il faudrait qu'il y ait les deux, une chambre élue, une chambre tirée au sort, il faudrait qu'il y ait les deux pour qu'une loi passe. Jamais un parlementaire fera ça. C'est pas à lui d'écrire la Constitution. Si c'est lui qui écrit la Constitution, un parlementaire ou un ministre ou un juge ou un homme de parti, c'est tout ça, c'est pareil. Si c'est eux qui écrivent la Constitution, ils ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Tout ce qui est démocratique va contre leur intérêt personnel. Donc ils ne l'écriront jamais. Jamais, moi je vous dis, bon je me trompe peut-être, mais c'est logique, jamais une assemblée constituante élue, parmi les candidats imposés par les partis, jamais une telle assemblée n'écrira une démocratie.